Les autres, on les a tous envoyés du côté de Lyon et on prend le pouvoir pendant leur absence. C'est parfait. C'est un putsch. Super content de pouvoir vous retrouver et surtout pas content de pouvoir te retrouver, Bubu, puisque pour une fois, t'es pas à Berlin. Une semaine sur deux. Une semaine sur deux. Ça fait longtemps que je suis pas passée ici au final, donc très content d'être là. Alors, sachant qu'on a perdu une petite minute, désolé pour le retard, on va rattraper vite le temps perdu en commençant par jeter un coup d'œil au tableau des scores actuels. Où est-ce qu'on en est dans la compétition? Toujours avec un grand gagnant, à savoir Vitality, à 7-1, voilà, pour l'instant, qui continue un peu d'écraser tous ses adversaires. Giants, Fnatic et G2, voilà G2 qui, ça y est, G2 qui s'est réveillé, ils ont mis le temps. Ouais, c'est bon, on attendait. Ils sont vraiment pas satisfaits de ce qu'ils font pour l'instant. On a vu la dernière partie de la dernière semaine contre UOL, si je raconte pas de bêtises, où ils ont vraiment galéré. Je me rappelle, il y a un année Wadid en interview après match, Wadid limite au bord des larmes après cette partie. Ils sont pas vraiment encore au niveau auquel on les attendait, mais ça commence à venir, j'ai l'impression. Ouais, il a fallu un petit moment quand même. C'est vrai que la transition au post-Zenmity, les premières semaines ont été particulièrement dures, mais on s'était un peu prédit. On en avait beaucoup parlé pendant les différents pré-shows. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'accélérer suffisamment fort pour rattraper le retard face à Vitality notamment. On a une situation particulière en Europe pour l'instant. Il y a vraiment Vitality qui domine énormément et il y a tout le reste qui est hyper serré. Alors tout le reste qui est hyper serré. Après, alors je disais ça, mais j'attendais une perte de vitesse de Giants. Il n'en est rien. Ouais. Splice. C'est encore un peu, ça tangue encore un petit peu, hein, c'est pas parfait, mais on sent des améliorations. Ils ont quand même réussi à avoir 4 games. Honnêtement, je me demande comment ils se retrouvent en 4-4 à l'heure qu'il est. Parce que, non, mais certes, on en parlera plus tard, ils ont leurs atouts, etc. Mais ils montrent quand même de grosses faiblesses qui restent semaine après semaine et qui passent pas. Misfit Gaming, Misfit aussi. Misfit et Schalke, qui est deux équipes qu'on attendait très fortes en début de saison, qui avaient fait bonne impression. Pareil, qui sont en train de se tasser. Pareil avec Rocat. Par contre, on a deux grands perdants en ce moment. H2K et UOL, tout est dur, rien ne va. C'est la déroute. On vétéran de la semaine dernière qui s'est essayé avec Selfie au mid, on a mis Kaedrel dans la jungle, ça n'a pas forcément marché. Alors pour justifier ça, il racontait que Kaedrel jouait beaucoup de pics agressifs et que du coup ça ferait la différence par rapport à Santorin, du coup qui est parti de la line-up. Bon, ça n'a pas marché. Un nouveau changement dans la jungle cette semaine. Ouais, voilà, c'était la copine de Santorin qui est streameuse, qui avait dit Santorin was the problem après les mauvais résultats d'H2K la semaine dernière. Et finalement, ça enchaîne. Il y a Selfie qui a été officialisé entre temps, mais bon, pour l'instant, on comprend pas trop est-ce qu'ils veulent en venir les H2K, donc ça reste compliqué. Et les UOL, effectivement, qui se sont bien battus. Si on regarde le match de leur point de vue contre G2. Ils sortent la tête de l'eau, je trouve. Ils ont eu 3 premières semaines très difficiles. La semaine dernière, on a eu Exilé dans une autre forme, vraiment, qui mourait moins souvent en lane, qui était beaucoup plus agressif. Je ne sais pas trop quoi en penser de ces UOL, alors qu'il est. Pour l'instant, il y a quand même de grosses difficultés du côté de l'équipe, de la globalité de l'équipe. Mais c'était quand même mieux la semaine passée contre G2. Ouais, je suis assez d'accord. Semaine 3, ils prennent leur première victoire. Ouais. Sachant que pour moi, le très très gros... Enfin, il y a plein de problèmes. Chez UOL, on est bien d'accord. Mais s'il y avait un énorme problème en semaine 2 et avant, c'était Exilé, qui a su trouver... on va dire peut-être pas encore un rythme de croisière, mais a repris ses bases. La semaine que vient de jouer UOL, on va pouvoir revenir dessus juste après, mais les matchs étaient compliqués. C'était des matchs contre Fnatic par exemple, contre Vitality aussi, il me semble. C'est du haut de classement, c'est des équipes qui sont pas vraiment accessibles actuellement pour UOL. Mais il y a ce côté où ça reprend un petit peu du rythme. En tout cas, j'ai beaucoup plus d'espoir pour UOL que pour H2K actuellement. Alors, regardons un peu le récap de la semaine 1. Enfin, de la semaine du Day 1 de la semaine 4. On s'arrêtera sur 2 matchs. On s'est fait 2 focus parce qu'il y avait des matchs qui étaient très intéressants à regarder. Alors, pour cette première journée, donc on a eu effectivement le Splice contre H2K. C'était pas très propre. C'était pas très propre. Ouais, franchement, j'attendais beaucoup plus de la part de Splice, surtout contre une équipe de bas de tableau comme ça. Ils ont une semaine difficile en plus cette semaine. À voir comment ils arrivent à rebondir. Pour l'instant, je trouve qu'ils misent un petit peu trop sur le late et sur la capacité de Kobe à justement rattraper ce qu'ils n'arrivent pas à faire en early. Mais ouais, c'était une partie assez difficile pour eux, malgré la victoire.
Ensuite, on a Vitality contre Roccat. Alors voilà, on a essayé de jeter un petit coup d'œil parce que tout de même, c'était une superbe game de la part de Vitality. Ça a pas mal bougé. Donc Rock, quand tu veux, pour envoyer le replay, histoire qu'on se penche un petit peu dessus. Ce qui était super intéressant dans cette partie, c'est que pour l'instant, Vitality, on les a vraiment vus attraper un avantage dès le début de la partie et jamais le lâcher. Ici c'est vraiment la première situation où on les a vus en difficulté, on les a vus avoir du mal à remonter. Et finalement, Roccat, je trouve qu'ils sont un petit peu dans la même situation que Giants, à savoir, on ne savait pas si ça allait se confirmer, si les résultats allaient durer. Et finalement, autour de Memento, la team trouve quoi faire et ils méritent bien leur place alors qu'il est. Je suis toujours sceptique, moi, par rapport à Roccat, parce que bon, concrètement, il n'y a aucun joueur qui me fait rêver dans leur line-up. Mais il faut dire qu'effectivement, ça joue bien. Enfin, c'est toujours le mystère Roccat comme l'année dernière, hein, la Roccatada. C'est-à-dire qu'on passe de rien à tout. Et à chaque fois, ils arrivent à faire trembler Vitality, qui est tout de même le gros leader. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est marrant avec Roccat, c'est que malgré la line-up, malgré les âges, c'est toujours une équipe qui arrivera à faire trembler le haut de tableau. Ouais, je suis assez d'accord avec vous. Après, c'est vrai qu'en termes de joueurs, on n'est pas sur des joueurs super hype, mais le duo Profit Blank, personnellement, et d'ailleurs, on a un expert en termes de Blank qui vient d'arriver juste à côté. On est quand même sur deux joueurs qui ont un niveau mécanique, une capacité à lane, une capacité à jouer les escarmouches qui est suffisamment forte pour aller faire trembler les Vitality avec derrière une bonne macro. Une équipe qui a la duolane IQ Norskeren, c'est pas quelque chose qu'on entendait très très fort non plus et pourtant qui performe très bien. Norskeren est très très fort. Après, il profite pas mal du Braum qui est assez fort dans la méta actuelle, mais c'est vrai que la botlane Roccat finalement elle fait le taf. On n'a pas trop parlé de Vitality pour l'instant. Moi, ce que j'ai aimé dans cette partie, c'est que justement, on les a vus déstabiliser pour la première fois. Là, les équipes commencent à réellement trouver leur jeu, à bien jouer. J'ai hâte de voir les matchs retour. Et à voir si leur confiance justement reste quoi qu'il arrive. C'est la question, pour l'instant effectivement ils n'ont jamais trop été poussés à bout. Maintenant je veux savoir s'ils peuvent jouer sous pression, si quand ils n'arrivent pas à snowball les lanes ou quand imaginons que Jizuke se fasse shutdown, si on arrive à jouer une bonne macro bien solide, à stall une game. C'est ce genre de choses qu'on attend maintenant côté Vitality. Pour l'instant il n'y a pas de raison, ils nous ont donné aucune raison de douter d'eux. Donc j'aimerais dire j'y crois. J'y crois aussi. Après, il ne faut pas oublier non plus que c'est une équipe de rookies, hormis Cabochard. Donc c'est une équipe qui a été habituée à gagner pour l'instant. À voir comment ils s'en sortent quand ils seront. Si jamais ils se sortent de cette série de 4 victoires, là je crois qu'ils sont sur une série de 4 victoires pour l'instant. Des rookies qui enchaînent les défaites comme ça, je me demande si le moral de l'équipe restera au beau fixe et s'ils arriveront justement à rebondir quand même par la suite. Parce que c'est facile de continuer de gagner quand tu gagnes. D'une certaine manière, psychologiquement. Je suis complètement d'accord avec toi. Après, il y a une petite nuance que je voudrais apporter, c'est qu'on est sur des rookies, mais relativement vieux quand même par rapport à... On n'est pas sur un rookie de 17 ans qui fait ses premiers pas en circuit professionnel. Bon, Jizuke, c'est déjà un papa, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour l'instant, il est dans le top 1 avec Ansama en termes de MVP. Enfin, pour moi, il y a un petit peu de recul. Après, c'est vrai que la gestion de la défaite pour Vitality, ça va être quelque chose d'important. La gestion du leadership aussi, voir est-ce qu'on n'aura pas un problème puisqu'on a 4 anciens joueurs de Giants qui étaient là avec Cabochard. Est-ce qu'on va arriver à conserver cette unité dans le groupe ou est-ce qu'on va avoir un joueur qui va tomber un petit peu en dessous? J'avoue que c'est des questions qui vont être importantes à se poser. Puis ils sont super sûrs d'eux. Enfin, quand tu leur parles, pour leur avoir parlé en interview ou autre, ils sont super sûrs d'eux, que ce soit Gilius, Minitroupax. C'est bien de se faire une carapace comme ça. C'est un groupe de grande gueule. Enfin, Gilius, c'est une grande gueule. Jizuke, il a le caractère. Minitroupax aussi. Enfin, ça envoie. Donc après, est-ce que c'est de l'assurance qu'ils se donnent, etc. On verra. Alors pour enchaîner rapidement donc avec le deuxième focus, c'était le match G2, voilà, contre les Chals, parce que c'était tout de même, pour moi, on revoyait un petit peu ce qu'on voulait voir chez G2. Ils ont montré des capacités à facilement s'en sortir en early. On sait que c'est leur force pour l'instant. J'aimerais qu'ils insistent un peu plus autour de Perks, qui reste quand même la grande force de G2 alors qu'il est. Schalke, je ne considère pas qu'ils soient encore dans leur forme optimale. Ils ont quand même eu une semaine sans upset qui est arrivée seulement à partir de la semaine 2. On sait qu'ils ont un petit peu du mal à se trouver encore, mais j'étais pas spécialement surprise du résultat finalement. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors après, c'est vrai que pour Perks, c'est l'arme de destruction massive de G2. Là-dessus, je pense que tout le monde est d'accord. Maintenant, je fais référence surtout à la semaine 3, où il avait été un peu les mêmes défauts que Caps, avec toute proportion gardée, bien entendu. À savoir un joueur qui sait qu'il doit briller, et en fait, qui va vouloir surbriller, quitte à parfois à throw quelques actions, quitte à rater quelques moves mécaniquement. Et ça, c'est vrai que c'est très important pour G2 d'avoir un mid laner qui va être efficace. Maintenant, il se rassure.
c'est plus difficile de gagner quand tu perds, si on fait le parallèle par rapport à ce qu'on disait sur Vitality. Disons que c'est un match qui était dur à jouer parce qu'il s'est donc fait contrer par une LeBlanc. Avec Nuke Duck qui a gagné la phase de lane, hein, vraiment, notamment on se rappelle de cette distorsion back histoire de passer à travers l'Astropong. Mais malgré ça, voilà, il a réussi à attendre son moment, à pick up des kills, à assurer un peu un retour pour son équipe dans une game. Il y a des erreurs de chaque côté, on sent que ça commence à se mettre en place. On arrive, de toute façon là on va arriver en semaine 5. Et à la fin de cette première journée, on est pile à la moitié de la saison et on peut faire un bilan. On va pas commencer à pouvoir à tirer un bilan tout à fait des équipes, mais G2, c'est une équipe que je voudrais faire un parallèle avec Misfits. On se dit souvent que Misfits va se révéler durant les playoffs. Je pense qu'on peut attendre la même chose de G2. Ils sont sur un rythme qui est assez lent, ils essayent de se trouver. Mine de rien, c'est une toute nouvelle équipe. On est très très loin de tout ce qu'on peut voir de la part de cette équipe-là. Je pense qu'effectivement, tu fais bien le remarquer, je pense que c'est les équipes qui profitent énormément du BO1. Pendant cette saison régulière, quasiment toutes les équipes qui sont haut du classement, mais les équipes qu'on attend fortes en BO5, moi j'attends Splyce, j'attends Schalke, j'attends G2 en BO5 et c'est ce moment. Mais par contre, malheureusement le BO1 c'est cruel, c'est-à-dire qu'il faut se qualifier en playoff pour pouvoir jouer en BO5. C'est là toute la difficulté, ou là où Vitality peut-être avec des rookies sur de l'adaptation. Oui, et c'est pour ça que je pense que sur les matchs retour justement on va pouvoir voir quelques surprises. Alors passons au récap de la deuxième journée de la première semaine. Hein. Voilà, je te coupe la parole. Aucun problème. On a du retard, on avance. Donc sur ces matchs, alors Splyce. Donc voilà, on se souvient du défi qui avait été lancé de Splyce à Vitality. Voilà que l'assistant coach, le coach stratégique, avait dit que le train de la hype Vitality s'arrêterait là ce jour-là et finalement le train lui a roulé dessus. En fait dans cette partie ils avaient des conditions de victoire qui étaient très claires, on l'a vu avec le last pick de Ziggs sur la bot lane. On voulait push, on voulait prendre les tours rapidement. J'ai pu en parler avec Duke qui est du côté du plateau ici. Il savait que le gank bot allait venir rapidement, malgré ça ils se le sont pris quand même. Vitality snowball là-dessus et ils ont vraiment perdu le contrôle dès les premières minutes de la partie. C'est dommage. Ouais, on va saluer quand même la tentative stratégique de la part de Splyce, de sortir le petit Ziggs ADC, mais c'est des choses qu'on avait déjà vues. Vitality, pardon, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant. Quand tu as un mastodonte en marche, comme c'est le cas pour Vitality qui fait 7-1 aujourd'hui, ça reste quand même très très difficile d'arriver à se dire sur un BO1 les gars on a la strat qui va être payante, on peut avoir des éléments de réponse mais une fois de plus tant qu'on n'arrive pas dans un exercice peut-être pas de BO5 mais au moins de BO3 il faudra peut-être encore un petit peu de temps pour arriver à faire tomber Vitality, en tout cas attendre que leur état de grâce se termine. Alors on passe rapidement un peu sur les résultats du reste de la journée. Donc Schalke qui s'impose assez facilement, Misfit qui tombe, une très belle game de Roccat. C'est une perfect game qui a été infligée. Et d'ailleurs, alors tu as parlé à Hansama. Oui, qui faisait un peu la gueule après ce match. C'est ça, justement, donc qu'on va vous passer. Donc on a une petite interview de Hansama où juste après cette défaite, un petit débrief de ce début de saison. Mais voilà, Misfit qui se prend un mur de pleine face. En attendant donc que la vidéo arrive, Fnatic contre Giants 1-0, ça reste des games Fnatic. C'est bon, c'est Fnatic quoi. Fnatic, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Fnatic c'est à deux vitesses alors qu'il est, vraiment, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. Réglé s'est réveillé enfin depuis 2 semaines. On commence à le revoir dans l'état de forme qu'on attendait. Et moi je suis surtout impressionnée par Giants parce que encore une fois je m'attendais pas à les voir à ce niveau-là après 5 semaines de compétition. Je pensais que ça allait s'essouffler. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que pour Giants, après une structure qui se remet en place complètement, ça marche bien. Pour Joko surtout. Ouais, Joko c'est vrai qu'il trouve sa place. Je crois qu'on est dans peut-être enfin une recette qui lui convient. C'est un joueur qui a quand même beaucoup d'ego, c'est un joueur qui a envie de briller très très fort, c'est un joueur qui prend beaucoup de risques je trouve par rapport aux autres junglers en LCS et on a peut-être enfin une équipe dans laquelle ça peut marcher. Après on n'est pas encore à la moitié de la saison, on l'a dit, c'est pas le moment de tirer le bilan. Et G2 contre UL, voilà, on en a parlé. C'est du meilleur chez Exilé, mais c'est un G2 qui commence à step up, à se mettre en place, même si c'était pas propre et que UL s'est bien battu, ça reste une défaite. Donc on va revenir un peu sur le début de chemin de Misfit et pour ça donc tu l'as eu en interview à Berlin et on se retrouve juste après. Laure ici en direct des LCS une fois de plus et cette fois-ci avec Hansama. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va super bien, merci. Bon, petite défaite contre Roccat, mais comment ça va en dehors de ça depuis le début du split? Depuis le début du split, je pense qu'individuellement j'ai pris beaucoup confiance en moi, mais aujourd'hui la défaite, je pense que ça marchait pas au niveau de la team. Ça arrive des fois même en scrim, mais
On va bien jouer pour la prochaine semaine. C'est cool que tu me parles de confiance parce que l'an dernier, je me rappelle qu'en interview, tu me parlais de rouleur et du fait que tu voulais un peu plus lui ressembler et prendre un petit peu plus un rôle de leader. Est-ce que c'est quelque chose que tu as l'impression de réussir à faire cette année? Est-ce que tu as l'impression que ton rôle grandit au sein de l'équipe? Je pense que mon rôle grandit au sein de l'équipe depuis l'année dernière. L'année dernière, je pense que j'étais un joueur qui ne donnait que des informations. Un peu de shot call, mais maintenant je pense que j'ai beaucoup appris depuis le temps, surtout pendant la période des Worlds où je trouve que j'ai extend mon champion pool. Oui. C'était plutôt ma team qui m'a donné la liberté de jouer d'autres champions et j'ai réussi à être plus un shot call dans la période où c'était méta ardent et on a scrim contre les plus grosses teams du monde, les plus fortes et pour moi j'ai beaucoup appris. Ok, j'aime bien que tu me parles de la méta parce que je pense que tout le monde est d'accord que c'est un petit peu chiant à l'heure qu'il est. On aura un prochain patch la semaine prochaine. Est-ce que tu attends des choses au niveau du patch pour la botlane ou le jeu en général? Le champion peut-être? Je suis pas sûr au niveau champion, mais je pense qu'il y aura moins de... Non, il y aura toujours encore des stopwatch. C'est un hard counterplay des fois au niveau des camps. Et je pense que ça va changer la semaine prochaine. Okay. Il y aura moins de spellbook, je pense, parce que ça a été nerf. Et voilà, je pense que ça promet d'être intéressant. Et dernière question, après j'arrête de t'embêter. Tu as changé de support cette année. C'est Puigna, du coup, c'est Mikix. Comment ça se passe entre vous? Je pense qu'on s'entend bien. Ouais, on s'entend bien avec Mickey et je pense que notre laning phase est le point fort. Je pense que le mid, le top et la bot lane, je pense que nos laning phases sont vraiment fortes. On a vraiment un bon early game. On l'a pas montré aujourd'hui contre Rocat, mais en général, on a une bonne early game. C'est plutôt le mid game qu'on arrive à du mal à finir la game quand on a des comps middle game. On essaie toujours de diversifier notre spell style. On fait toujours. J'avais joué Kog'Maw au moins 4 games de suite. Je pense qu'on arrive bien à jouer les comps late game. À chaque fois, on outscale l'ennemi. Ouais. L'anglais et le français. T'inquiète, normal. Et du coup, quelles sont tes attentes particulièrement pour le reste du split? Est-ce que tu penses que vous pourrez être aussi bon, voire meilleur que ce qu'on a vu de Misfits l'an dernier? Je pense qu'on sera meilleur que l'an dernier. Mais comme je l'ai dit avant dans un interview en anglais, au début, peut-être qu'on ne sera pas l'un des plus forts, genre dans le top 2, top 3. Mais plus le temps passe, plus on deviendra plus fort. On sera prêt pour les playoffs et on se focalise surtout pour les playoffs, pas vraiment pour la saison. Ok, vous visez le long terme, c'est assez cool. Dernier petit truc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire aux fans français de gaming qui te regardent? Merci de me supporter depuis tout ce temps. Je pense que j'ai eu beaucoup de hauts et de bas et je ferai de mon mieux. Merci beaucoup Hans et merci à vous, on se retrouve bientôt. Et merci à toi Laure. Et pendant ce temps-là, on a une incruste. On a Duke qui vient de nous rejoindre. Ça tombe bien, on avait prévu un focus sur Splice. Ça tombe bien. Ça tombe bien, tu pourras nous en toucher 2 mots. Je vous propose, vu qu'on est toujours un peu short dans les timings, de passer au 8.3. Alors non, on va revenir un peu sur ce qu'a dit Ansama d'abord. Déjà qui remercie au gaming, c'est le plus important, et qui remercie les viewers de gaming. C'est ça qu'il fallait vraiment retenir. Qu'il a beaucoup spam Kog'Maw. Et qu'il n'est pas non plus très satisfait de la totalité du déroulement de sa saison. Non, mais ce qu'il dit, ce que Misfits répète en règle générale, c'est qu'ils visent surtout les playoffs. Ils ont 1 an d'expérience en compétition où ils ont pu bosser sur les BO. Je pense qu'ils peuvent s'en sortir jusque-là et une fois arrivés aux playoffs, justement, réussir à dérouler. Je sais pas ce que tu en penses, Duke. Peut-être, ouais. Mais... non, mais pour l'instant, ils galèrent. Les Misfits, ils sont pas au niveau attendu, mais quasiment personne en fait au niveau attendu. C'est aussi bien les meilleures équipes. Enfin, les équipes qu'on attendait très fortes sont
pas, en tout cas dans le classement, sont pas top. Je pense que G2 revient bien quand même. Et les équipes qu'on attendait moins fortes, je pense notamment à Giants. Bon, Vitality, c'était un peu la wildcard parce que c'était l'ancien Giants qui était quand même très très bon. Et même les Rocket, je trouve qu'ils sont pas très bons dans le classement, Rocket, mais c'est pour moi une des équipes qui joue le mieux en ce moment et qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Donc bon, on va voir. Pour les Misfits, je pense qu'ils ont pas mal de soucis en ce moment, mais bon, après ça va très vite, le niveau évolue très vite. Alors du coup, passons un petit peu, on va jouer sur le patch 8.3 aujourd'hui. Donc des changements au niveau des champions et des changements au niveau des runes. Donc au niveau des champions, alors dans les nerfs, Azir, Kog, Ryze, celui qu'on attendait énormément, Zoé et Sejuani. Bon, Katarina, voilà. Il y a une colonne à droite. Ça, c'est la colonne solo queue à droite. C'est la colonne les nerfs pour les bronzes. Voilà. Mais sur le reste, on a tout de même un équilibrage. Alors forcément Ryze, donc il y a la mécanique du R avec la stopwatch. Non mais parce que c'était débile ça. Enfin, les premières fois où on le voyait en compétition, on trouvait ça skillé, on trouvait ça marrant, mais il arrive un moment où quand toutes les équipes font ça tout le temps pour te sortir de n'importe quelle situation, en fait ça coupe le jeu. Et ouais, je pense que c'est un bon move d'enfin enlever ça. Tous les joueurs sont contents en tout cas là-dessus. Après je pense que ça reste un pic qui est bien. Alors justement, est-ce qu'on le verra plus du tout, ou est-ce qu'il y a des joueurs qui vont pouvoir, par exemple comme un Perks, qui va pouvoir réutiliser son Ryze, qui sera un peu moins ban parce qu'il n'y a plus ce split push absolu? Je pense qu'on devra continuer d'en voir un petit peu, je pense de moins en moins. Il faut savoir qu'il y a des joueurs qui ont tellement investi de temps de practice dans le champion que je pense que comme les dégâts n'ont pas été changés, ils vont continuer d'essayer de le jouer pour sa phase de lane, tout ça. Après, c'est vrai qu'il perd énormément de puissance, que si on utilise Ryze, c'est pas vraiment pour teamfight, ce qui est pas vraiment efficace là-dedans. Il n'a pas assez de range, pas assez de DPS. Donc on aime bien le mettre en side lane, et là-dessus, il y a des équipes qui le jouent énormément en side lane. Je pense par exemple à Rocket qui jouent beaucoup en fait toujours la même compo avec Ryze, Gnar, Ezreal et Braum. Et eux, ils vont avoir peut-être il y a des équipes qui vont forcément avoir un peu plus de mal sur ce patch. Je pense que Ryze devrait être beaucoup moins joué sur. Après, il y a certains joueurs. Ça m'étonnerait pas Perks, par exemple, effectivement, continue de jouer, voire Jizuke, par exemple, qui aime beaucoup le champion. Ça me fait un peu penser aux nerfs de Hez avec la kleptomancie, sur lequel on aurait pu se dire le champion va disparaître. En fait, on se rend compte que maintenant l'impact a été réduit. On voit beaucoup plus de Blue Ezreal. Mais en fait, le champion reste encore assez viable. Donc c'est vrai que pourquoi pas là-dessus. C'est vrai que c'est dommage de ne plus avoir cette capacité de pouvoir disengage facilement. Maintenant, c'est vrai qu'il n'y a aucun counterplay sur un stopwatch into portation individuelle. En fait, le problème par rapport à Ezreal, c'est que Ryze a été nerf directement sur sa force dans la méta, c'est-à-dire sa capacité de side lane, alors que Ezreal a été nerf. Et s'il continue d'être joué, en fait, c'est parce qu'avant, il était juste broken dans tous les compartiments de jeu. Maintenant, on aime bien, par exemple, pick en red side, par exemple, où il va simplement être mid lane. Et il va wave clear, c'est pour ça aussi avec le gantelet givrant, c'est assez pratique. On peut wave clear de loin, on se met pas en danger avec un Braum et on laisse les side lanes faire le travail. Donc c'est pour ça que ça se joue encore en Corée, ça se joue aussi dans certaines équipes LCS. Moi je suis pas fan. On n'arrive pas à le faire fonctionner le Ryze en Europe. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi. Maintenant ça va être très dur, mais le problème c'est que quand on joue Ryze, faut être très efficace sur le 1-3 en mid game. Et c'est ce qui est peut-être de plus difficile à faire en termes de travail d'équipe. Et justement, c'est là où je trouve que Rocket sont très bons. C'est-à-dire que Rocket arrive à créer. Nous, quand ils nous ont battus, Rocket, on était vraiment impressionnés quand ils nous avaient fait ça. Même la semaine dernière contre Vitality, où ils font vraiment des super moves. Alors après, ça se joue ils se font outscale sur la fin, mais vraiment, ils jouaient vraiment bien autour du pick Ryze et du pick Gnar. Mais voilà, il faut être il faut être vraiment chirurgical sur l'exécution et voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal d'équipes. Surtout que c'est des équipes qui se construisent en ce moment et c'est un petit peu difficile. Alors au niveau des autres nerfs, donc on a Azir qui est nerf sur le cooldown de ses soldats de Shurima. Ça reste, je pense, pareil, un très bon pick. Ce sera peut-être moins stomp et moins push en early game où contre un Azir, t'avais en fait à peu près jamais le match-up contre un Azir. Donc ça pourra peut-être permettre quelques picks un peu plus early. Alors il y a un autre truc aussi avec Azir, c'est non seulement, en fait c'est effectivement un nerf direct du push d'Azir. Il me semble qu'il a aussi un léger nerf sur le deuxième auto-attaque des soldats. Mais il y a aussi un autre truc, c'est que ça l'empêche non seulement, en fait, le CD est réduit. Et c'est pas comme s'il allait pouvoir l'utiliser en cooldown. Le fait qu'il y ait un CD réduit, ça l'empêche aussi de l'utiliser tout court. Parce que s'il l'utilise pas, c'est-à-dire que pendant 10 secondes, il va pas l'avoir. Et du coup, s'il se fait gank, il est mort. Parce que son escape est aussi son outil de harass. Et ça, c'est un gros nerf de sa phase de lane. Après, il va rester jouable parce qu'il y a quand même pas mal de games qui vont en late. Et à ce moment-là, Azir est vraiment dominant. Kog a un nerf des dégâts, principalement sur le late aussi, parce que on devrait plus avoir la machine Kog avec 45 000 shields
qui face tank et qui te limoge toute l'équipe. Et bon, Zoé, l'Astropong, le nerf de l'Astropong. C'est pas un nerf, ça change rien. Mais voilà, on devrait quand même continuer à voir. Pareil pour Sejuani, c'est Sejuani qui est un peu trop complète, un peu trop forte. On nerf un petit peu, mais ça reste du jouable. Alors, par contre, dans les up, moi je voulais voir un peu, avoir votre avis sur Lucian. C'est Lucian qu'on voit un peu ressurgir. Est-ce que compétitivement, c'est un pick qui devrait prendre plus d'importance? Ouais, pas en ADC, je pense que au top contre du GP. Alors au top, il peut être joué. Je sais que Cabo aime bien le jouer. Il peut être joué mid aussi contre Galio. Et comme Galio est très fort dans la méta, même si je pense qu'il va être permaban red side, donc ça peut être intéressant. Bot, il y a certains match-up dans lesquels il peut être joué. Je pense par exemple avec Zaya Rakan qui va être très dominant sur ce patch. Et Lucian Braum par exemple peut être une bonne réponse à ça. Après, je pense que le nerf de la range des autos et du Q consécutif sur les dernières années ont un peu tué Lucian botlane, mais je pense qu'on peut le voir mid lane. Ouais. Dernière question sur les champions avant de passer au changement sur les runes. Swain, la refonte de Swain, est-ce que c'est quelque chose qui est jouable, Swain? Je l'ai vu pas mal en scrim. Je suis pas encore convaincu. C'est une bonne question, je crois pas. Il me semble pas. En tout cas, je l'ai vu beaucoup. Je sais pas, il a pas l'air fumé en général. Il est disable quand les persos sont un peu craqués. Ouais, là, il a l'air. En tout cas, il m'a pas impressionné. Il m'a vraiment pas impressionné. Après, à voir si des joueurs le jouent bien. Mais pour l'instant, ça m'enthousiasme pas plus que ça, non. Alors l'autre gros changement, c'est le changement sur les runes notamment. Eh bien, sur le grimoire déchaîné et sur les paliers pour le timing parfait et pour les chaussures magiques. Bon, grimoire déchaîné, moins 10 points de pourcentage de réduction de cooldown des sorts d'invocateurs. Ansama en parlait dans son interview. Il y a Niski aussi qui nous a envoyé une brève réponse. Même Perks. Grosso modo, oui, c'est moins fort. La réponse globale, c'est moins fort. On en trouvera moins. On trouvera peut-être un peu plus d'arbres de sorcellerie ou de domination, mais on devrait tout de même continuer à en voir. Ouais, c'est vrai que c'était quand même sacrément cassé. Ça se jouait. Enfin, c'est l'une des rares runes qu'on peut voir. Top, jungle. En fait, à tous les rôles. Si je me trompe pas, oui, à tous les rôles systématiquement. Et c'est vrai que notamment au niveau de la duo lane, je trouvais que c'était quelque chose qui pouvait être très handicapant au niveau du jeu compétitif en tant que témoin, que spectateur des parties, puisque double grimoire déchaîné, on TP, on push, on TP, on push, etc. Et c'est un petit peu la mort du 2v2 comme on aurait pu l'avoir avant. C'est juste du full push. Ça semble legit. Alors après, Duke, je sais pas ce que tu en penses là-dessus. Est-ce que c'est des strats qui vont pouvoir rester viables, notamment le double TP au niveau du bot side? Ouais, c'est viable, mais je rejoins complètement. C'est surutilisé et ça a été légèrement nerf, un nerf bienvenu. Je l'aurais carrément mis à 10% tant qu'à faire, parce que ça restera toujours très fort. Après, le fait de nerf sur le CD des sorts d'invocateurs, ça fait que c'est moins utilisable d'un point de vue dans le combat, c'est-à-dire que on va moins avoir le flash souvent, par exemple ce genre de choses, et du coup face à des keystones, à des runes primordiales fortes de combat, je pense à Fleet Footwork, ce genre de choses, press attack, peu importe, ça peut donner un désavantage en phase de lane, mais je pense que ça reste tout à fait fort. Un des trucs très importants en fait là-dedans, c'est surtout le palier 1. Le palier 1 qui change énormément de choses déjà, parce qu'effectivement donc on ne peut plus prendre donc la stopwatch et les chaussures magiques parce qu'elles appartiennent donc au palier 1 au niveau des runes. Donc déjà il y a ce stacking un peu avec même pour les kleptos, par exemple le S klepto chaussures magiques timing parfait qui gagne 1k gold comme ça à 10 minutes de jeu. C'est un peu craqué. En plus on nerf effectivement la contribution de gold et surtout le prix de vente. C'est-à-dire que maintenant avoir pour un tank sur la top lane sa stopwatch qu'on vend à 120 gold, c'est peut-être plus quelque chose d'actualité. C'est vrai que ça a coûté cher ça sur le point économique. Ouais, c'est un changement qui va vraiment pousser à transformer rapidement les stopwatch en ange gardien, en lithoplastron, etc., etc. Et c'est vrai que peut-être un petit peu moins d'omniprésence de la stopwatch ne serait pas un mal, même si l'item, je trouve personnellement, en tant que ce soit joueur ou commentateur, reste quand même hyper cool à utiliser. Hein. Les possibilités de quadra dive niveau 3 au niveau du bot side, en compétitif, quand on fait le parallèle avec l'époque du swap lane où il n'y avait pas un fight avant 25 minutes de jeu, il y a du progrès. Mais c'est vrai que là-dessus, je suis curieux. Honnêtement, je suis super curieux de voir ce que ça va donner. Alors, c'est juste pour rebondir là-dessus, parce que Duke a peut-être des insights. Perks avait tendance à dire que cet arbre inspiration en maîtrise secondaire serait plutôt remplacé par sorcellerie, notamment pour les AD. Donc je sais pas ce qui se fait. Alors,
c'est vrai. Je pense que c'est le cas, surtout que en fait. Nous, on est très très fans chez Splice de sorcellerie, parce que comme on a des games de 50 minutes, avoir Gathering Storm, c'est assez pratique. Donc nous, on joue beaucoup là-dessus. On reviendra sur vos games de 50 minutes après. Mais ouais, non, mais effectivement, on peut, en secondaire. Puis je crois aussi que les boosts sont pas forcément les mêmes en termes de stats. Je crois que ça a été changé, mais je pense effectivement que c'est plus systématique de prendre ça maintenant qu'on peut avoir qu'un seul des deux slots qui est intéressant. Alors regardons, je propose de jeter un coup d'œil un peu au planning de la journée. On fera un focus sur 2 matchs. On va commencer par le gratin. Puisque on va commencer par Splice contre Giants. Alors on le sent comment ce match, Duke? Bon, on sent comment on est optimiste, hein. On est confiant entre guillemets, mais normalement, le problème, c'est que c'est difficile à dire sur des BO1. On a vu beaucoup d'upsets dans tous les sens. Les jeunes jouent super bien sur scène. Donc, ils ont la confiance aussi. Après, moi, je pense qu'on devrait les battre. Après, il y a tellement d'aléas dans ce type de match. J'espère que ça va bien se passer pour nous. On a besoin de cette victoire. Donc voilà, je suis plutôt confiant. Après, tout est jouable. C'est une bonne équipe. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, quand je regarde les stats ici, il y a quand même des détails qui me frappent et qui sont quand même connus de votre équipe, à savoir l'early game que vous avez versus l'early game de Giants. Alors qu'on sait que Giants, c'est une équipe qui va perdre de vitesse entre 15 et 25 minutes de jeu, moment plutôt faible de votre équipe, ou alors justement moment où vous arrivez à stall assez pour prendre le dessus par la suite. Moi, je pense que Giants va s'essouffler dans le match, et c'est ce qui permettra à Splice de rebondir par la suite. C'est ce qui vous a servi pour l'instant, et je pense que ici, dans ce match typiquement, c'est ce qui ferait la différence. Après, Giants, ils aiment bien aussi jouer de l'early game. Ils ont un bon early game dans le sens où Joko fait que gank en early. Et ensuite en mid game, ils ont tendance un peu à s'endormir, et en late, ils aiment beaucoup jouer le teamfight en fait. Le problème que entre guillemets va avoir Giants, c'est que c'est un peu comme ça qu'on joue aussi. On est moins agressif en early, on est plus sur le farm du côté du jungler. Mais par contre, en teamfight late game, on est là aussi, et je pense que là-dessus, on est meilleur qu'eux. Donc si vraiment ça se joue là-dessus, après ça dépend vraiment de l'évolution de la game et des compos. Je pense que, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des équipes, c'est pour ça que j'ai l'air un peu confiant entre guillemets. Bon, après moi j'ai les résultats Scrim qui me donnent confiance, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de style de jeu, c'est pas une équipe dont le style me fait peur. On jouerait contre Schalke, je serais terrorisé. C'est vraiment, s'il y a une équipe que j'ai pas envie d'affronter, c'est Schalke par exemple. Mais le Giants, c'est vraiment un style vraiment qu'on peut tout à fait gérer. Mais effectivement, on est un peu similaire sur certains points. Les stats ne sont pas du tout en notre faveur en early, parce qu'on n'a pas eu des bons early sur scène. On n'est pas une grosse équipe de phase de lane, donc on n'est pas forcé. C'est pas là-dessus qu'on joue énormément. Ouais. Et même si on progresse, on a eu des focus sur les entraînements qui étaient très différents selon les semaines. Et qui ont beaucoup changé sur les 2 dernières semaines notamment. Donc je pense que ça va quand même, j'espère en tout cas que sur scène, je sais que ça a changé notre style de jeu dans les entraînements. Est-ce que ça va se répercuter sur scène? J'espère. Oui. Mais c'était ça l'objectif. Donc normalement devrait évoluer aussi. Puis Edo Amné qui a eu, excuse-moi, je te coupe, qui a eu du mal quand même à se mettre en place au début. Niski pareil, Niski on a vu quand même qu'il a mieux joué sur la semaine passée. C'est encourageant quand même globalement. Odo, en fait, justement, je parle de style de jeu d'entraînement. Alors, il n'a pas été au top du top, c'est pas encore le Odo, parce qu'il faut qu'il s'habitue. Hein, c'est une nouvelle équipe pour lui. Il a été 3 ans chez H2K. En fait, il a été aussi un peu l'élément sacrifié. C'est-à-dire qu'on était une équipe, on est arrivé avec pas des rookies, mais on a exercé Niski, qui sont quand même des très jeunes joueurs, qui ont eu 1 an. Où ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient dans les équipes où ils étaient, et il faut leur apprendre beaucoup de choses sur la façon de jouer le jeu. Point de fer du management Splice. Et du coup, disons que l'équipe, quand on est arrivé, on galérait vraiment. C'est-à-dire le niveau de l'équipe en début de split, dans les entraînements et tout ça, c'était vraiment la cata. Il a fallu reprendre les bases dès le début. Et c'est un peu Odo qui en a payé le prix, parce qu'on avait tendance à beaucoup jouer vers le bot side pour que tout le monde se sente à l'aise, à la fois créer des mécanismes autour de la duo lane, que Niski exerçait, apprenne à bien jouer ensemble. Et Odo avait tendance à le sacrifier. Et au bout de 3 semaines, on a un peu switch le focus vers le top. Et ce qui a du coup ça a donné beaucoup plus confiance à Odo. Et maintenant, il s'en sort bien mieux. Et du coup, sur scène, c'est lui qui a payé le prix, mais en même temps, c'est lui qui a les épaules les plus solides pour l'encaisser. Donc c'est un peu le choix qu'on avait là-dessus en début de split, et j'espère que ça va payer. Alors on a fait un petit comparatif au niveau de la jungle aussi, donc entre Joko et Xerxes, pour voir un peu quelle était la contribution de ces 2 junglers.
Donc tu le disais, Xerxes, encore un peu inexpérimenté. On connaissait un peu le... Ouais, c'est des stats qui sont quand même très similaires. Mais Djoko contre Xerxes, Djoko qui est plutôt un joueur qui a de la bouteille, même s'il a pas trop erré en LCS, il a ses 9 en LCS. Il a eu le temps d'écumer League of Legends et la scène professionnelle de League of Legends au moins à niveau challenger et à niveau local. T'en penses quoi, toi, du match-up entre Xerxes et Djoko? Je pense que Xerxes, encore une fois, Xerxes en fait, est vraiment le joueur qui apprend le plus dans la line-up en ce moment, qui a beaucoup plus de choses à travailler. Il a fallu qu'on reprenne beaucoup de choses avec lui. Je pense qu'à long terme, Xerxes va être un des meilleurs, sinon le meilleur jungler d'Europe d'ici un an. Maintenant, à l'heure actuelle, Djoko est vraiment en confiance. Djoko aime beaucoup gank énormément en early, ce qui n'est pas forcément le style de Xerxes, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on peut bosser, contre lequel on bosse. Et moi je donnerais l'avantage à Xerxes, je pense qu'il est bien meilleur, mais après c'est plus une question de forme sur le moment. Les deux jouent à peu près le même type de champion. Xerxes a tendance à être plus, disons, il va être plus, alors ça se voit pas forcément dans les stats qui sont là, mais Djoko est plus sur l'agression, quand Xerxes est plus sur le counter jungle, la punition de la route de jungle de son adversaire, et peut-être là-dessus que ça peut jouer. Mais bon, on verra. Moi je mettrai l'avantage à Xerxes bien sûr, parce que c'est mon joueur. Alors, j'ai une petite question d'ailleurs pour toi, Dio, et pour vous, Noah et Bubu. L'une des différences qu'il y a entre Xerxes et Djoko, c'est ce pick hiverne. On sait qu'on est dans une méta dans laquelle les ADC sont quand même assez importants. On a vu Coq qui a été nerfé dernièrement. L'AD carré a vraiment une place centrale. Est-ce que c'est un champion qui reste un pocket de Xerxes qu'il avait déjà sorti l'année dernière, ou est-ce que c'est un champion sur lequel on peut se reposer peut-être un petit peu plus sur la méta? Alors, il est extrêmement pocket. Il est du pocket. Ouais, c'est du pocket. On voulait pas spécialement le jouer. Le draft s'est fait comme ça, mais non, c'est pas. Ça nous arrive à très rares occasions de le train, mais c'est pas. Après, je pense pas que ce soit mauvais dans la méta. Je pense que ça a certaines forces contre certains pics. Ça peut être. C'est pas mauvais, mais je pense pas qu'on va le voir spammer tant que ça. Ouais, j'ai pas grand. Je le vois pas souvent. C'est pas un champion que je vois souvent, et quand je le vois, c'est quand nous, par hasard, on veut le train un peu, mais c'est assez rare. Alors notre deuxième focus de la soirée, ce sera pendant qu'on aura Rocket et Shuke, Misfituel, mais voilà, forcément Vitality contre G2. C'est le deuxième, à mon avis, très gros match avec un Vitality pour l'instant qui forcément domine l'Europe, pour ceux qui seraient sortis de leur grotte, mais des G2 qui commencent à comprendre comment jouer ensemble. Je me tourne vers Bubu et Dio qui ont eu le temps un petit peu peut-être de discuter avec les joueurs. Comment on se sent de chaque côté avant un match comme ça? Alors, les derniers à qui j'ai parlé la semaine dernière avant de partir, c'était G2 qui, comme j'ai dit au début du pré-show, faisait un peu la tête suite à leur victoire contre UOL. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça, parce qu'ils s'attendaient à être plus forts. Et justement, en arrivant contre une équipe comme Team Vitality cette semaine, on a de quoi trembler. Mais en soi, quand tu regardes les deux équipes sur le papier, leur manière de jouer, leurs forces et faiblesses dans la partie, je les trouve assez similaires. Moi, le match-up que j'attends surtout, ça va être Jizuke contre Perkz sur la mid lane. Parce que Jizuke a été super dominant jusqu'ici. Et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner contre le prétendu meilleur mid laner d'Europe pour l'instant. Le meilleur mid laner. Le meilleur mid laner d'Europe. Ouais. Vitality, moi je trouve ça impressionnant ce qu'ils font, c'est sûr. Après, moi je suis pas encore convaincu par l'équipe. Je trouve que, j'attends de voir ce qu'ils vont faire quand leur. Alors peut-être que Jizuke est simplement la réincarnation de Faker et qu'il va continuer de solo kill ses adversaires. Faker. De continuer de solo kill ses adversaires à chaque game. En attendant. Ils snowballent énormément. Nous, quand vous en parliez tout à l'heure, on était assez confiants contre eux aussi. On s'est pris le gank level 2 qu'on ne doit jamais prendre. Petite erreur d'inattention là-dessus, mais on en avait parlé pas mal de fois. À partir du moment où on meurt contre Ziggs level 3, la game est quasiment finie. Et je trouve qu'ils sont dans une bonne dynamique. Ils ont toujours le solo kill à chaque game sur la mid lane. Donc ça se passe à chaque fois très bien. Donc soit c'est effectivement c'est un génie, ou alors
ou alors il y a un moment ça va s'arrêter. Après, il faut aussi savoir que c'est peut-être l'équipe qui a finalement presque le plus d'expérience avec Fnatic, mais bon, Fnatic c'est Fnatic, qui a le plus d'expérience de LCS, c'est-à-dire qu'on les voit arriver. En fait, c'est une équipe qui cartonnait déjà depuis 1 an, donc ça, on les voit avec Yamato. Enfin, ils ont été formés par Guy Lotto, qui est l'actuel coach de Schalke. Et c'était une machine l'année dernière en Challenger Series, et la machine continue de tourner pendant que les autres se mettent en route. Je pense honnêtement que G2 est une bien meilleure équipe. Je pense qu'ils ont pour l'instant un départ compliqué, mais moi de ce que je vois sur la dernière semaine, sur les matchs que j'ai pu jouer, enfin les entraînements qu'on a pu faire plus récemment contre eux, je pense qu'ils reviennent très très bien. Il faut qu'ils trouvent un petit peu leur rythme, mais moi j'ai vraiment confiance au duo Percy-Ankos. Avec un pool de champions tout de même pour lequel on va peut-être devoir se battre. Ryze, Zoé, Azir, les 3 champions ont été nerfs. Les mid laners comme de ce niveau-là, hein, de Jizuke et Perse en termes de... Enfin, ça fait peur quoi, quand ces deux millénaires en ce moment, donc qui vont forcément jouer les gros pics hard carry de la méta. Zoé la première, donc Ryze on devrait l'avoir un petit peu moins. Zoé va être très très prisée, surtout qu'Azir peut moins la punir. Alors attention, parce qu'il peut y avoir, après je peux pas trop dévoiler de pics que je peux voir, enfin qu'on peut espérer. Moi, il y a quand même un champion. Alors, on l'a pas vu, donc je le dévoile pas vraiment, parce que je sais pas comme si je l'ai jamais vu en scrim non plus. Mais c'est juste que de l'année dernière, voilà, Jizuke est un main Echo. Et Echo n'est pas mauvais contre Zoé, donc est-ce qu'il oserait Alors je l'ai jamais vu, j'ai jamais vu en scrim, j'en sais rien s'il le joue ou pas, mais ça leak. Mais non, pour le coup, surtout qu'en plus, d'autant plus qu'on ne scrim pas la vitesse. Tu kiffes un peu d'ailleurs les leaks dans les interviews avant tes matchs. On va remercier Joko qui nous avait avant le match contre je ne sais plus quelle équipe d'ailleurs, qui avait donné le pic qu'on avait joué contre eux 1 heure avant pendant le NU. Je crois que c'était le league du NU. Non, c'était Skarner. C'était du Skarner. Ah, c'était Skarner. Et je l'ai en interview juste après la victoire. Il est là, on avait vu Splice le jouer, donc on s'est dit pourquoi pas. J'étais là, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y aura une intention. Ouais. Non, mais je lis rien parce que j'en sais rien de s'il joue Echo ou pas. Je sais juste qu'il est très bon sur Echo et qu'il fait vraiment le choix avec Echo. Et du coup, je pense qu'Echo ça se joue contre Zoé. Après, on pourrait avoir des casses. Sinon, dans les autres pics du moment, il peut y avoir du Kassadin, de la Talia, donc Zoé, Azir. Peut-être le retour de Orianna un petit peu. Je les attends quand même. Tu mentionnes tous ces pics, mais je les attends quand même chacun se match sur un match-up peut-être assez explosif. On connaît les joueurs, on sait qu'ils sont quand même assez agressifs. Perks a 90% de kill participation sur leur lead, sa team, donc c'est quand même un joueur décisif. Je le vois pas être mis sur un pic passif comme Orianna. Ouais, effectivement, je le vois plutôt sur une Talia. Alors il y a une question, ça va être est-ce que Galio va être ban? Oui, surtout. Parce qu'en fait il y a un truc qui est assez marrant. C'est je sais pas si vous vous souvenez quand Faker avait eu 5 fois Galio à l'époque. À la fois quand on joue, à la fois Galio est broken, mais en même temps tu te dis quand le meilleur joueur de l'équipe en face est le mid laner, et bah, est-ce que c'est vraiment un problème de lui donner un champion comme Galio? C'est-à-dire qu'il sera broken, mais il sera pas plus broken qu'un autre joueur avec ce pick. Il y a un skill cap, voilà. C'est capé, tu peux pas non plus faire des merveilles. Après, bon, il y a toujours Faker qui arrive à te dive une Cassio, à se faire un petit reverse, etc. Il y a toujours des choses à faire. Alors, je suis désolé, malheureusement, le temps est terminé pour ce pré-show. Il est -5, ce qui veut dire qu'en fait, on va se quitter et se retrouver. Mais il y en avait des choses à dire, puis voilà, c'est pas souvent qu'on vous a sur le canapé. Et donc, on va se quitter pour se retrouver pour la 5e semaine, première journée des LCS Europe. À tout de suite sur Gaming TV.